J'ouvre tout de suite notre second débat. Il porte sur ce chiffre, 2 950 milliards d'euros de dette publique fin 2022. Ça représente plus de 111%, vous le voyez, du produit intérieur brut. C'est le montant de la dette française. Est-ce soutenable pour notre pays? La réforme des retraites, on y est encore. Est-elle indispensable pour rassurer nos créanciers, nos partenaires européens? Avant d'en débattre, on se demande comment on en est arrivé à un tel montant avec Jérôme Rabier. Elle court, la dette française est de plus en plus vite. Depuis l'an 2000, elle a été multipliée par 3,5, frôlant l'an dernier les 3 000 milliards d'euros. Et pourtant, tous les gouvernements ou presque promettent de la réduire, de la combattre, pour ne pas faire peser ce supposé fardeau sur les générations futures. Comme Bruno Le Maire au moment de présenter le budget 2023. Alors je veux dire à tous ceux qui nous proposeront des dépenses supplémentaires, en dizaines de millions, en centaines de millions, voire en milliards d'euros, tout en dénonçant le niveau de la dette française et en réclamant la baisse des dépenses, je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Pourtant, cette année ne fera pas exception, la dette continuera de se creuser avec un déficit prévu de 5%. La faute notamment aux mesures anti-inflation comme le bouclier énergie mis en place par le gouvernement, qui coûtera 16 milliards d'euros, selon le propre aveu de Bercy. Problème, si ces dernières années la France réussissait à emprunter à des taux négatifs sur les marchés, rendant le remboursement de la dette acceptable, les taux d'intérêt repartent fortement à la hausse, et cela va se faire sentir sur le budget de l'État. En 2023, la France va devoir emprunter 270 milliards d'euros sur la seule année 2023. C'est un record largement battu, qui doit nous imposer aujourd'hui de regarder la réalité en face avec sérieux, lucidité, mais aussi gravité. Le remboursement de cette dette coûtera 60 milliards d'euros en 2023, là encore un record. Et pour en débattre, j'accueille Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Bienvenue, vous êtes chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Benjamin Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et à l'École Normale Sup, auteur de ces deux livres, La démocratie disciplinée par la dette, et puis L'ordre de la dette et les infortunes de l'État et la prospérité du marché. Les deux sont publiés aux éditions de la Découverte. Et Jean-Marc Daniel, je vous accueille aussi. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School et auteur de ce livre, Il était une fois l'argent magique. On est aux éditions du Cherche Midi. Évidemment, Mathilde Sirot est restée à mes côtés. Anne-Sophie Alsif, je vous demande de faire un peu de pédagogie pour démarrer. C'est quoi la dette ? Alors la dette, on connaît tous, c'est pour l'État, mais aussi les particuliers et les entreprises, c'est qu'en fait, vous avez des dépenses qui sont supérieures à vos recettes. De fait, vous allez avoir un déficit, et comme chaque année, vous allez avoir plus de dépenses que de recettes, ce déficit va se cumuler, donc vous allez avoir un stock qu'on va appeler la dette, et donc pour la financer, vous allez emprunter pour l'État sur les marchés financiers pour avoir des créanciers qui vous prêtent de l'argent, et pour pouvoir rembourser, pas rembourser, mais en tout cas pouvoir faire que vos dépenses qui sont supérieures à vos recettes puissent être honorées. Donc les déficits cumulés, donc la somme des emprunts contractés par l'État. Benjamin Lemoine, ce montant là, vertigineux de 3 000 milliards de dettes, alors évidemment on voit ce chiffre, on essaye d'aligner les zéros, on a du mal à en prendre la mesure. Est-ce qu'on peut comparer la dette d'un État, je pose vraiment des questions de base, mais je pense qu'elles sont importantes, la dette d'un État à celle d'un ménage ? Non, absolument pas. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord parce que tout simplement, l'État a une spécificité qui est celle de sa capacité à lever l'impôt et qui quelque chose qui rassure les investisseurs d'une façon générale. Dans la plupart des États, la dette souveraine par rapport à celle des entreprises ou celle des ménages est considérée comme le placement le plus sûr, l'actif sans risque par excellence. Alors évidemment, entre États, ça varie. Il y a une hiérarchie entre des États plus rassurants que d'autres. Mais en tout cas, à l'échelle d'un État, le placement dans la dette publique est considéré comme l'actif le plus sécurisé par nature. Puisque je suis dans la phase pédago, la dette souveraine, c'est la dette d'un État ou la dette de la Banque Centrale Européenne, par exemple, qui récupère les dettes des États. Je me suis peut-être un peu planté, mais ça veut à peu près dire ça. Non, le terme dette souveraine, c'est généralement le terme qu'attribuent les marchés financiers pour qualifier cette émission de titres par la puissance souveraine. D'accord. Et on insiste sur la notion de souveraineté parce que précisément, elle peut avoir un impact pour les gens qui prêtent. Parce qu'un souverain pourrait par exemple
changer sa loi et estimer que les contrats émis dans sa loi sont annulés. Et donc, il y a une tension sur la dette souveraine, puisqu'à la fois, c'est un actif qui rassure, mais c'est en même temps un actif qui peut faire peur, puisque le souverain, il est aussi maître de la loi, comme j'ai dit, maître de puissance régalienne, et il pourrait changer les termes du contrat qui le lie au prêteur. Bon, on a ouvert les livres d'économie, on va ouvrir un peu le livre d'histoire maintenant, Jean-Marc Daniel. Est-ce qu'il y a eu d'autres périodes? Est-ce que la France a connu d'autres périodes d'endettement comparable? Alors à ce niveau-là, non. En fait, quand on regarde la situation actuelle, d'abord dette souveraine, c'est un anglicisme. En français, ça se dit dette publique. C'est parce que sur les marchés, on dit sovereign debt que ça devient dette souveraine. Mais rassurez-vous, c'est la même chose. Bon. C'est la dette de l'État. D'accord. Donc les spécialistes disent dette souveraine et le vulgum pecus. C'est pour nous embrouiller en fait. C'est ça. D'accord. C'est la même chose. Et donc il y a eu des périodes similaires ou pas? Alors non, on n'a jamais été autant endetté. D'abord, il faut bien voir que, en réalité, l'enjeu pour l'État, c'est pas de rembourser, contrairement à là aussi, c'est un terme impropre, parce que l'État ne rembourse pas. L'État verse des intérêts. Pourquoi? Parce qu'autrefois, ses engagements, ses obligations étaient en or. Il était obligé de payer en or. Et la quantité d'or était limitée. Donc, il essayait de limiter les sorties d'or qu'il devait avoir à effectuer. Donc, la façon qu'il avait trouvée, c'est de dire, je vous rembourse pas, mais je vous paie des intérêts. Et je vous ai payé des intérêts jusqu'à l'infini des temps. Et donc on appelle ça. C'est-à-dire qu'on rembourse jamais le capital. Là encore, j'emploie un terme de quelqu'un qui a emprunté pour acheter sa maison. On ne rembourse jamais le capital. L'État est éternel, à la différence d'un ménage. Dans un ménage, une famille, ça évolue. L'État, il est là. Éternellement. Donc, on ne rembourse jamais. On appelait ça des rentes perpétuelles. Et si vous lisez Balzac, dont tout le monde parle, le rentier, c'est quelqu'un qui détient de la dette publique et qui reçoit de ce fait, tous les ans, une certaine somme de l'État. Donc, l'État limitait les conséquences de son endettement, qui était lié au fait que la limite qu'il avait, c'est qu'il fallait qu'il fournisse de l'or. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus dans cette situation? C'est parce que l'or ne sert plus de référence. Et donc, on peut s'endetter normalement à l'infini parce qu'on fournit des euros et des euros. On peut en créer autant qu'on veut. L'État américain, il peut créer des dollars autant qu'il veut. Le deuxième élément, c'est que par rapport aux périodes historiques précédentes, en général, c'était les périodes de guerre qui arrivaient à faire de la dette. Grosso modo, le vainqueur s'en tirait pas trop mal parce qu'il rançonnait le vaincu. Et donc le vaincu se retrouvait avec un stock de dettes. Et pendant un certain temps, le vaincu se refaisait de la force avant de préparer sa revanche pour essayer de... Là, on est dans une situation où tout le monde est endetté, sans être particulièrement en situation de guerre. Et donc, il y a une sorte de permanence qui est liée. Et le dernier élément que je mettrai c'est que, comme on vient de le dire, c'est que l'État a considérablement amélioré sa capacité à lever l'impôt. C'est-à-dire que les prélèvements obligatoires, auparavant, étaient... Et surtout, ils se heurtaient à des révoltes fiscales régulières. Et là... il y a de la créativité fiscale. Il y a de la créativité fiscale et de la soumission fiscale. Le contribuable est beaucoup moins radical et révolté qu'il ne l'était autrefois. Alors, dans un débat sur la dette, il y a forcément pas mal de chiffres. Je vous en propose un autre. La France a dû payer plus de 53 milliards d'euros pour rembourser donc les intérêts de nos emprunts. Ça fait plus d'1 milliard par semaine. Là aussi, c'est quand même vertigineux, Sophie Alcib. À quel point, et là, on va parler de la hausse des taux d'intérêt, à quel point la hausse des taux d'intérêt, ça peut changer la donne? Alors, c'est ce que regarde en effet chaque État. C'est encore une fois plutôt de parler de... Donc là, vous parlez de beaucoup de milliards, mais c'est vrai que si vous parlez par rapport à un particulier, une entreprise, ça vous paraît énorme. C'est pour ça que souvent on parle en pourcentage du PIB. C'est plus... on peut plus se comparer par rapport aux États parce que, voilà, c'est pas comme un État ou une entreprise. Donc, en effet, ça a un impact parce que plus les taux vont augmenter, plus ce que l'État va devoir rembourser chaque année va augmenter et donc ce qu'on appelle la fameuse charge de la dette va augmenter. C'est vrai que pendant plus de 10 ans depuis la crise de 2008, on avait des taux ultra bas, donc ça permettait aux États de contenir cette charge de la dette et certains pays pourront dire peut-être d'être moins efficients au niveau des finances publiques, en tout cas de profiter qu'il y ait un faible taux pour davantage s'endetter. Je vous rappelle que normalement on a des critères à respecter dans la zone euro grâce au pacte de stabilité de croissance de 3% de déficit, 60% d'endettement. Bon, ça vous a pas échappé en vol avec la crise Covid, voilà, ça n'est pas respecté. Et donc, c'est vrai que chaque État regarde le niveau des taux pour voir si sa charge de la dette ne va pas exploser. C'est ce qui s'est passé pendant la crise des dettes souveraines, notamment avec la Grèce, et d'être en risque de cessation de paiement. Mais est-ce que c'est le cas en ce moment pour la France, par exemple? Ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça, on va dire, entre guillemets, la bonne nouvelle. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on est resté dans une situation où les taux étaient historiquement bas et même trop bas. On aurait dû, normalement, les remonter une fois que la crise financière
était passée. Et on est resté dans ces taux excessivement bas. Et forcément, ça arrangeait bien tous les États, puisque étant très endettés, ça leur permettait de contenir leur charge de la dette. Donc aujourd'hui, on augmente, certes beaucoup depuis 2-3 ans, mais finalement, on n'est pas revenu aux situations qu'on pouvait connaître après la crise financière. Et donc, même si on a une augmentation importante en termes de timing, finalement, on reste avec des taux qui sont relativement plus bas. Quand vous regardez aux États-Unis, on a des taux beaucoup plus élevés. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde les taux justement à long terme et qu'il n'y a pas de problème vraiment de soutenabilité pour l'instant, c'est-à-dire de très très forte augmentation des taux qui font qu'on pourrait avoir un problème de remboursement. Alors là où ce débat sur la dette est passionnant, Mathilde, c'est parce que c'est un argument politique, un argument utilisé par Emmanuel Macron à un moment crucial du débat sur la réforme des retraites. C'était le 16 mars, Thomas, dans l'une de ces réunions à l'Élysée qui a précédé l'activation du 49.3 pour la réforme des retraites. Emmanuel Macron a tenu cet argumentaire devant ses ministres pour justifier de passer la réforme sans vote, pour ne pas prendre en fait le risque d'un vote négatif sur les retraites. Il a dit: parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, mais je considère que les risques financiers, économiques sont trop grands. Des propos qui, visiblement, naturellement, en interne, ont satisfait ceux qui sont plutôt tenants de la ligne budgétaire. Bien sûr, Bruno Le Maire, Gabriel Attal à Bercy, mais aussi le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, puisqu'ils sont très attentifs à ce que la note financière de la France ne soit pas dégradée. Mais autrement dit, si on prend le raisonnement du président, ça voudrait dire que sans cette réforme des retraites, la France courrait à sa perte. Que finalement, l'avenir du pays et de sa soutenabilité financière dépendrait de notre capacité à avoir donc des gains supplémentaires et le fait de travailler plus longtemps. Évidemment, ça a été du pain béni pour les oppositions, surtout après la période du quoi qu'il en coûte. Et on écoute d'ailleurs Marine Le Pen qui s'en est offusquée. Le gouvernement Macron a fait 600 milliards d'euros de dette en 5 ans. 600 milliards d'euros de dette, pas 12 milliards dans 5 ans. 600 milliards d'euros de dette. Ils viennent de présenter un budget avec 160 milliards d'euros de déficit. Et ils viennent aujourd'hui nous dire: mais c'est un drame absolu si on ne réforme pas les retraites, les 12 milliards de déficit qu'il pourrait y avoir en 2030 nécessitent qu'on mette le feu au pays. Mais personne ne peut croire à ça. Alors, outre effectivement que cette explication financière de la part du chef de l'État n'avait jamais été vraiment présentée telle qu'elle, en tout cas pas officiellement, donc elle n'est pas vraiment pleinement assumée, elle pose aussi question. Vous voulez dire que ça revient à valider le procès de ceux qui disent, et c'est vraiment un discours qu'on a entendu depuis le début, que c'est une réforme qui est faite pourquoi ? Pour rassurer les marchés financiers. On peut s'interroger, Thomas, quelle est la souveraineté pour un pays qui se retrouve à devoir déterminer ses choix politiques pour une nation, à en fait prendre comme critère son niveau d'endettement et le risque que sa dette dérive sur les marchés. Effectivement, en haut lieu, on prend souvent cet argument de dire qu'il ne faut pas que la France devienne la Grèce, qu'on en vienne à des politiques d'austérité très drastiques. La comparaison, elle avait été faite aussi par le président de la Cour des comptes, si je ne me trompe pas. Absolument. Et en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans ce contexte actuel, la politique de baisse d'impôts d'Emmanuel Macron qui a prévalu depuis 2017, aujourd'hui, elle semble de plus en plus remise en question par des économistes notamment, et sans en passer par un retour aux hausses d'impôts, il pourrait y avoir dans les semaines, dans les mois et la suite du quinquennat, une pause, en tout cas dans la baisse d'impôts qui pourrait être actée. Merci Mathilde. Cet argument du risque financier, Benjamin Lemoyne, est-ce qu'il tient la route ? C'est intéressant parce que en réalité pas tout à fait. La réforme des retraites, c'est par exemple les réformes structurelles, c'est des choses que l'agence France Trésor, donc qui est l'équipe au ministère des Finances, qui emprunte cet argent sur les marchés financiers et qui est, je dirais, sur la ligne de front vis-à-vis de ces marchés et qui est à leur contact, fait la promotion des titres de la dette, donc qui sont les gardiens de cette signature de la République qui est si importante. Et donc, ces réformes structurelles, elles sont présentées régulièrement devant ces investisseurs pour présenter un état de la France, un état économique, mais aussi des promesses futures sur les politiques qui vont être conduites. Mais c'est beaucoup plus rare quand un président va indexer sa crédibilité politique à cette réforme précise. Et on pourrait se dire que ça pourrait presque se retourner contre lui, en quelque sorte, parce que il expose la qualité de la dette française comme
comme si tout reposait, tout l'ensemble de la signature reposait sur une seule réforme. Et en quelque sorte, il pourrait y avoir un effet autoréalisateur assez négatif, parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que les choses s'enlisent. L'agence de notation, donc qui note les États, qui attribue les bonnes ou mauvaises notes aux États, Moody's s'est même inquiété du fait qu'on mise tout un capital politique, on le concentre, on le focalise sur cette unique réforme, en disant que de passer par le 49.3, de passer plus ou moins en force, ça obérait les capacités de réforme à venir et d'éventuellement poursuivre les réformes qui seraient attendues par les investisseurs. Donc vous dites qu'il a pris un risque avec cette petite phrase vis-à-vis de ces agences de notation. En utilisant cet argument assez classique de dire c'est pas moi finalement, je vous veux pas du mal, mais je suis obligé de le faire. Et il y a le dieu marché qui m'oblige à le faire. En focalisant son capital politique là-dessus, il s'est mis lui-même dans une impasse et potentiellement il peut mettre en péril, je veux dire paradoxalement, la crédibilité de la France en quelque sorte, en disant voilà, j'ai échoué, donc finalement si j'échoue, cette qualité de signature française sera peut-être remise en question. Donc il y a une prise de risque un peu paradoxale. Et puis par ailleurs, si on réfléchit juste sur l'ordre de grandeur, non, l'argument ne tient pas, puisque ça a été dit, le programme de financement d'un État c'est 250 milliards, l'économie permise par la réforme des retraites c'est autour de 7 milliards, il y a d'autres solutions qui sont avancées dans le débat public, l'augmentation des cotisations, il y a d'autres réformes possibles. Donc bref, c'est une erreur politique et puis c'est peut-être même une erreur financière, effectivement. Qui sont nos créanciers, Jean-Marie Dehaene? Qui achète de la dette française? Là, c'est important, effectivement, parce que quand vous regardez qui détient le plus de dette publique française en ce moment, c'est la Banque centrale. Et donc, un des enjeux, effectivement, pourquoi est-ce que c'est la Banque centrale? Parce que pour assurer les marchés, il faut que les marchés, s'ils ont le moindre doute, puissent se débarrasser, se défaire de la dette s'ils se disent... Et donc, il y a un acheteur qui, à ce moment-là, intervient, qui est la Banque centrale. Au moment de la crise grecque, la Banque centrale avait dit, écoutez... Banque centrale, pardon, européenne. Même si, en pratique, sur le plan comptable, quand on regarde, c'est dans les comptes de la Banque de France, parce que, justement, les autorités européennes disent, c'est pas bien que la Banque centrale achète de la dette, donc c'est un peu un côté caché, cette dette que je ne saurais voir, donc on la met pas dans les comptes de la BCE, on la met dans les comptes de la Banque. Mais donc c'est la Banque centrale européenne qui détient la part la plus importante de dette. Et donc un des enjeux qui est un enjeu politique, c'est aussi, parce que nous partageons la Banque centrale avec d'autres États, la crédibilité que nous avons vis-à-vis des autres États. Un des enjeux, c'est pas uniquement de rassurer les marchés financiers, c'est aussi de rassurer nos partenaires européens. La dernière réunion du comité de politique monétaire, le banquier central autrichien a fait une déclaration absolument ineffable contre nous en disant qu'est-ce que c'est que ce pays qui ne veut pas travailler? Est-ce qu'on va continuer à payer la fainéantise des Français? Et donc, en ces termes-là. En ces termes-là. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, symboliquement, passer de 62 à 64 ans, même si dans les détails, on ne regarde pas ce que ça signifie, vis-à-vis de la population autrichienne, je prends l'Autriche, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont... Oui, c'est ce qu'on appelle les frugaux, notamment parmi les 27. Les frugaux, au départ, ils étaient 4. Donc ceux qui ont fait attention à ne pas accumuler de la dette. Voilà, ils étaient 4 et maintenant ils sont 8. Ils sont 8 et dans les frugaux, vous avez des pays assez divers parce que vous avez des pays historiques comme les Pays-Bas, puis vous avez des nouveaux adhérents comme la Slovaquie qui est extrêmement remontée aussi contre nous. Alors le deuxième enjeu, qui détient la dette? Ensuite, vous avez le deuxième grand bloc, c'est nous. Nous détenons une partie de la dette au travers de l'assurance vie. Et donc, les banques achètent cette dette à l'Agence France Trésor dont on a parlé, et ensuite, les banques en font des produits financiers, elles font un peu de cuisine, et avec ça, elles nous donnent de l'assurance vie. Donc, je reviens à la question finalement posée par la chronique de Mathilde. C'est d'abord nos partenaires européen qu'on cherche à rassurer avec cette réforme, d'après vous? En ce moment, typiquement, et avec un discours qui est un discours qui consiste à dire, certes, on va faire quelques économies, parce que dans la dette publique, il y a la dette de l'État, mais il y a aussi la dette des collectivités territoriales et la dette du système de sécurité sociale. Elle est portée d'ailleurs par une instance qui s'appelle la CADES. Et donc, c'est cette dette-là qui va... Mais effectivement, les instances européennes sont celles qui apportent une forme de garantie ultime au marché financier. Mais pardon de poser une question d'ultra béotien, c'est parce que vous disiez 7 milliards ou 13 milliards, quel que soit le chiffre, par rapport aux 3 000 milliards, c'est rien du tout. Le deuxième raisonnement, c'est que si les gens travaillent plus longtemps, on va produire plus, et si on produit plus, on augmentera la capacité fiscale du pays. C'est-à-dire, si on travaille plus... Il faut voir à plus long terme. Voilà, on va gagner plus. C'est un signal. C'est un signal. Et le dernier élément, c'est un certain nombre de fonds étrangers qui détiennent la dette publique française, en particulier le fonds souverain norvégien. Et donc, au travers de la dette publique, en fait, c'est ce que disent un certain nombre de gens, c'est que la génération d'après, elle va payer
la retraite des Français, elle va payer les assurances vie des Français, puis la retraite des Norvégiens. Parce que les intérêts dans les 55 milliards, il y en a une partie qui sert à payer la retraite des Norvégiens. Voilà, on ne soupçonne pas forcément ça. Anne-Sophie Alsif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, est-ce qu'il pourrait renoncer à cette réforme sans forcément provoquer une sorte de panique où on parle de la notation de la France ou de la dette française? On est pas mal noté, on est A ou... alors je ne sais plus quels sont les détails, A, grand A, petit A, enfin bon, j'ai regardé ça cet après-midi. Est-ce que cette note pourrait être brutalement dégradée si la France renonçait à cette réforme? Alors, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il faut en effet faire cette réforme et pas renoncer. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, c'est vraiment la question de la crédibilité. Là encore, il faut faire attention sur les retraites. On parle toujours de 2027, 13 milliards. C'est faux. Le grand problème, ça va être en effet de 2027 à peu près à 2035, où vous allez vraiment avoir une très forte baisse du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Et donc, chaque année, c'est pas 13 milliards one shot, c'est fini. Vous allez avoir une augmentation du déficit qui va être exponentielle. Et c'est vrai que pour un État, il faut quand même prévoir, c'est quand même normalement son travail, de dire, on va avoir des déficits croissants. Ce qui est assez intéressant dans le débat, c'est qu'en effet, il y a d'autres solutions. On parle toujours en France de ou créer de la dette ou augmenter les taxes. Il y a aussi faire de l'immigration choisie, c'est ce que énormément de pays ont fait, comme l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, ou aussi avoir une réflexion sur comment on peut créer plus de richesses. Bon, ça, visiblement, c'est vraiment complètement à part, mais il y a beaucoup de pays qui le font. Et donc, voilà, dès que vous avez de la croissance économique, tout ça s'envole, surtout avec tout ce qui est vert. Comme l'a dit, en effet, sur les partenaires européens, ça, je pense que c'est très important, parce qu'à mon sens, c'est vraiment ce qui explique, par rapport à notre crédibilité et par rapport à ces frugaux-là, et qui explique aussi tout ce qui est construction européenne, c'est que vous avez ces pays-là, qui sont en effet des pays qui ont plus géré leur déficit public. Mais attention, historiquement, c'est des pays qui ont profité de l'Union européenne pour ça. L'Allemagne, à la réunification, a pu justement réaugmenter en termes de PIB parce qu'ils ont utilisé massivement les fonds européens pour revenir à un niveau Allemagne de l'Est par rapport à l'Ouest. Pareil, la venue de tous les pays de l'Est, ça a permis à beaucoup de pays exportateurs de délocaliser une partie de leur valeur de production qui avait moins de valeur ajoutée pour justement engranger de la valeur ajoutée en modérant les salaires. Donc, il y a une semaine, en Allemagne, il y avait une grève générale là-dessus. Donc, l'Europe a vraiment été un gain très important pour ces pays-là, et notamment l'Europe du Sud, qui donne des débouchés en termes de main-d'œuvre et aussi en termes de pays. Ces pays-là, les premiers partenaires commerciaux, c'est les partenaires européens. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces pays disent... En effet, la France a fait le quoi qu'il en coûte plus tôt que les autres, et entre guillemets, vous vivez à crédit grâce à nous. Et on le voit, c'est très 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 fort en France et notamment à Bercy. Et donc, on est dans un rapport de force en disant, oh là là, il faut être très gentil avec les frugaux et notamment les Allemands, parce que c'est grâce à eux un petit peu qu'on vit, qu'on peut mettre en place ces politiques. Et on le voit dans les conseils européens, on a toujours beaucoup de mal à s'imposer par rapport aux Allemands. On l'a vu sur les questions de l'énergie, de la défense, parce qu'il y a cette question. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est très important, on le voit même au niveau des médias et des journalistes, on est toujours avec, regardez, les Allemands sont bien rigoureux, les Allemands, il n'y a pas de grève alors qu'il y en a il y a une semaine, personne n'en a parlé, dans le transport aérien, il n'y a rien, alors que Lufthansa fait plus de grève qu'Air France, donc on est vraiment là-dedans. Et ça, c'est la dette qui le crée. Des idées reçues, j'adore ça dans cette émission. On l'a entendu dans le reportage d'ouverture tout à l'heure, 270 milliards à emprunter en 2023, Benjamin Lemoine. On va trouver des créanciers facilement. Enfin bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus? Non, pas particulièrement en fait. Mais je voudrais rebondir sur le débat européen parce qu'il y a quand même l'éléphant dans la pièce qu'on tourne un peu autour. Alors allez-y, montrez-nous l'éléphant. Ce sont les banques centrales. Non, ça a été évoqué par Jean-Marc Daniel. Et il faut quand même se souvenir que le quoi qu'il en coûte et puis après les crises financières, on est entré dans un nouveau monde. Ça a été évoqué par vous aussi, c'est-à-dire le monde des taux très bas, voire négatifs. Ils étaient dus à quoi? Ils étaient dus à cette action massive des banques centrales qui venaient garantir les dettes souveraines. Alors comment elles agissaient? En fait, elles rachetaient les dettes déjà émises, parce qu'il y a un marché de l'occasion pour les dettes souveraines. Elles sont d'abord achetées par des investisseurs, par des banquiers intermédiaires, et puis ensuite elles sont échangées entre acteurs financiers. Eh bien, la Banque centrale, un acteur public, institutionnel, il venait sur ce marché et il rachetait massivement. Qu'est-ce que ça faisait? Eh bien, ça faisait baisser le cours de ses obligations et ça se répercutait ensuite quand l'État voulait émettre de la dette et les taux d'intérêt baissaient. Donc, pour le résumer très clairement, ça a arrangé tout le monde et ça a arrangé tout le monde pendant 15 ans. Qui
biaisait totalement les marchés et qui agissait au nom de la stabilité financière. Puisque ce qui faisait peur à la suite des crises financières, c'était la stabilité financière, où tous ces établissements bancaires aussi, ils se reposent sur le filet de sécurité des banques centrales. Donc le débat décisif, et donc vous avez raison de parler du débat européen, puisque les critères de convergence aux Suisses aujourd'hui sont redébattus, ce serait de savoir à quelles conditions éventuellement cette sécurité de la Banque centrale qui vient racheter, qui vient sécuriser, qui vient rassurer tout le monde, à quelles conditions il est activé ou non. Et jusqu'à présent, il était activé sans condition, de façon inconditionnelle. On était sorti de l'expérience grecque, qui était un traumatisme pour tout le monde. On va faire différemment, et donc les banques centrales, elles viendront racheter de façon indifférenciée toutes les dettes souveraines. Et le débat en cours, c'est est-ce qu'on va le conditionner ou non à certaines politiques, à certains efforts pour assurer certains partenaires ou non. Donc il y a un vrai débat qu'il faudrait avoir de manière démocratique pour fixer ces critères-là. Et est-ce qu'on ne peut pas se prévaloir d'un monde aujourd'hui où on prolonge celui-ci en disant il n'y a pas de raison de discriminer si fort entre dettes souveraines. Le jugement des marchés, il n'est pas forcément le bon et il est tout à fait légitime d'avoir une banque qui intervient pour neutraliser tout ça. Alors je reste sur la question centrale de notre débat, est-ce qu'elle est soutenable cette dette? Et alors vous m'avez tendu une perche, on est dans une crise bancaire là, il y a quand même eu la faillite de la Silicon Valley Bank, du Crédit Suisse, est-ce que ça change la donne, Jean-Marc Daniel, ou pas? Oui, ça ne change pas immédiatement la donne. Pour les banques, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on leur demande de comptabiliser dans leurs actifs, dans leur bilan, la dette à la valeur qu'elle aurait si elles les vendaient. Donc elles ont un titre qui porte 100, mais si elles vont sur le marché, ça ne vaut pas forcément 100. Parce que si ce titre porte 100 avec un intérêt à 2%, et si sur le marché, si les États émettent en disant « moi j'emprunte 100 mais un taux d'intérêt 5 », à ce moment-là, votre 100 taux d'intérêt 2, personne n'en veut. Donc vous êtes obligé de baisser la valeur de votre dette. Et donc cette baisse de valeur de votre dette, quand vous la répercutez dans votre comptabilité, votre actif baisse, donc concrètement vous êtes obligé d'enregistrer des pertes. Et donc c'est ce mécanisme-là qui joue. Le jeu pour la Banque centrale, qui est encore une fois derrière, c'est est-ce qu'elle va dire à toutes ces banques, mais rassurez-vous, moi quoi qu'il arrive, ça vaut 100, je vous le rachèterai 100. Il n'y a aucun problème. C'est ce qu'a fait la Fed. C'est ce que fait la Fed. Donc la Banque centrale américaine. Bon, donc, le jeu est entre les mains de la Réserve fédérale comme entre les mains de la Banque centrale européenne. Et donc, mais est-ce qu'en ce moment, je reste sur ma question, avec ce climat, on a eu deux banques, une banque, on va dire, locale ou spécialisée, mais quand même une grande banque too big to fail, c'est-à-dire le Crédit Suisse, tout le monde disait c'est trop grand pour pouvoir faire faillite. Bon, en tout cas, je l'ai entendu, je vous vois faire la moue, mais est-ce qu'il y a plus de banques qui viennent, je pose vraiment des questions de béotiens, mais vers les banques centrales pour dire est-ce que vous nous garantissez? Oui, il y en a beaucoup en ce moment. En ce moment, il y en a beaucoup, d'accord. Dans ces banques, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les banques illiquides, celles qui ont un problème de trésorerie à un moment donné, elles sont face à effectivement des besoins, des demandes de leurs clients qui leur demandent des billets, qui leur demandent des transferts de fonds, et celles qui sont, elles, solvables, c'est-à-dire celles qui n'ont plus de toute façon structurellement assez d'argent en caisse pour répondre à leurs obligations. Le Crédit Suisse, c'était plutôt dans la situation d'insolvabilité que d'illiquidité, et ça fait un moment que ça dure. Donc le Crédit Suisse, c'est les circonstances. C'est-à-dire, il devient le symbole d'une crise qui le dépasse, parce qu'il est le symbole d'une crise qui est extérieure à son propre destin. Et d'ailleurs, les gens disent bien, il y a la SVB d'un côté et tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc Silicon Valley Bank. Et puis il y a le Crédit Suisse, même s'il est... Et donc, il n'y a pas de menace immédiate de crise bancaire comme on a pu le vivre en 2008, 2009. Alors sur la soutenabilité, sur est-ce que le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement la définition, la façon dont les banques centrales vont se comporter, et surtout l'utilisation qu'on fait des fonds collectés. C'est-à-dire que vous avez des pays qui peuvent s'endetter énormément parce que, d'une certaine façon, l'argent qui est mis en circulation par l'État, il dépense plus, on l'a dit, il dépense plus que ce qu'il ne retire sous forme d'impôts. Donc, ce qu'il dépense va entre les mains de sa population. C'est nous qui le recevons indirectement, ces déficits. Oui, quand il y a 600 milliards de quoi qu'il en coûte, ce sont les Français, ça a permis de sauver des entreprises, ça a permis... Qu'est-ce qu'on en fait? Et les salariés qui travaillent dans ces entreprises. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, qu'est-ce qu'on en fait pour préparer l'avenir? Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'utilise? Et donc, il y a des pays où il peut y avoir beaucoup de dettes publiques avec une utilisation qui ne menace pas les comptes globaux du pays. C'est le cas du Japon. On met tout le monde bien avant le pays dont l'État est le plus endetté, c'est le Japon. Et ça ne pose aucun problème parce que l'argent reste en circuit fermé. Alors justement, on va continuer de comparer la situation française avec celle de nos voisins européens. Je propose à Tam Tranui de revenir sur ce plateau. Bonsoir
Bonsoir Tam, c'était votre mission difficile du jour, faire la comparaison de pas dire trop entre la France et les autres pays européens. Oui, effectivement, et quand on se regarde, eh bien, on se désole souvent, mais quand on se compare, eh bien, là, on ne se console pas tellement. Avec notre dette publique, qui, vous l'avez dit, depuis le début de ce débat, avoisine les 3 000 milliards d'euros, atteint plus de 111% du PIB. Nous sommes bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, qui s'établit à 86% du PIB. On va regarder nos voisins tout proches, géographiquement. La France est donc loin de l'Allemagne et de ses 66% du PIB. Elle n'est pas non plus, on va quand même se consoler, au niveau de l'Italie, qui fait partie des pays dans une situation critique. La dette italienne colossale, qui inquiète d'ailleurs les marchés, avec ce risque que le pays soit pris pour cible par les spéculateurs, entraîne la zone euro dans une crise des dettes comparable à celle de 2010-2012. Bref, on n'est pas parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne. Et oui, les plus mauvais élèves, eh bien, l'Italie, le Portugal, la Grèce, et c'est près de 180% du PIB de dette. La Grèce, dont la dette publique décroît, mais reste très surveillée, et qui tout de même, depuis 2008, a connu pas moins de 3 crises de la dette. Mais la France, elle est aussi loin du peloton de tête. Les pays qui sont les premiers de la classe, la Bulgarie, l'Estonie, le Danemark, dont vous avez parlé, dont les dettes publiques plafonnent entre 15% et 30% du PIB. Le Danemark, par exemple, un champion dont les finances publiques sont sorties indemnes de la crise du Covid. On était loin du quoi qu'il en coûte français qui nous a protégés, mais qu'il faudra donc un jour payer. Alors, quel a été l'impact du Covid et de la guerre en Ukraine sur les finances publiques de l'Europe? Alors, dans l'ensemble, la dette publique des États membres, elle a bondi avec la crise du Covid en 2020 et jusqu'au début de l'année 2021. Il y a eu toutes ces mesures pour limiter les conséquences sanitaires, économiques, sociales de la pandémie. Elles ont été très coûteuses pour les États et ça a été parfaitement assumé par l'Union européenne, parfaitement assumé aussi par la France avec l'activité partielle, l'indemnisation des entreprises, l'assurance maladie, le soutien au personnel soignant. Tout cela, ça a eu un coût, cela a creusé la dette. Et puis ensuite, il y a eu de nombreuses aides qui se sont poursuivies pour protéger les ménages, les entreprises des conséquences de la guerre en Ukraine et maintenant de l'inflation galopante. Et cela à un moment où le bloc européen s'est affranchi temporairement de son corset budgétaire. Le pacte de stabilité et de croissance qui limite les déficits à 3% et la dette publique à 60% du PIB, puisqu'il y a donc eu une clause dérogatoire qui a été activée. La période de grâce est terminée. Oui, alors c'est pas tout à fait le retour du pacte de stabilité et de croissance que nous avons connu, mais oui, début mars, le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, a annoncé un retour du corset pour 2024. Les recommandations spécifiques par pays au niveau budgétaire pour 2024, qui seront édictées en mai, vous le savez, auront une exigence quantitative ainsi qu'une orientation qualitative sur les investissements et sur les mesures énergétiques. Conformément à nos orientations en matière de réforme, les recommandations seront formulées sur la base des dépenses primaires nettes. Bon, tout ça n'est pas très clair. On est bien d'accord. On parle un langage européen, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Il y a une partie de langage européen. On comprend une prudence parce qu'effectivement, les critères de convergence sont encore en cours de discussion. Ça, il l'avait précisé. Mais en plus clair, il prépare quand même les esprits à un retour à moyen terme de la règle des 3% de déficit, avec une recette en tout cas préconisée par Bruxelles sur laquelle il a été très clair, c'est limiter l'augmentation des dépenses courantes, mais ne pas couper dans les investissements verts, numériques par exemple, car il faut aussi préserver la croissance. C'est l'une des leçons apprises des dernières crises financières. Merci beaucoup Tam Tranui pour tous ces détails. Je voudrais, parce qu'il y a plusieurs thèmes à aborder, qu'on parle du quoi qu'il en coûte. Et je vous propose d'entendre une réaction, celle de celui qui est chargé des comptes publics, le ministre Gabriel Attal, réduire le niveau de déficit public, objectif évidemment affiché par le gouvernement. On l'écoute. Ce budget est aussi un budget de protection de nos comptes publics. Nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte. Et j'ai eu l'occasion de dire déjà que nous étions passés au combien ça coûte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons un cadre. 5% de déficit à ne pas dépasser l'an prochain. Je rappelle que nous avons réduit le déficit public ces dernières années. Il était de près de 9% en 2020, 6,4% en 2021. Il est de 5% cette année. Il sera à nouveau de 5% l'an prochain. Nous agissons avec un cadre. Protéger nos finances publiques, ça veut dire que toute dépense doit être évaluée. 1 euro dépensé est 1 euro raisonné, est 1 euro évalué, est 1 euro immédiatement utile à la protection des Français. Benjamin Lemoyne, est-ce vrai? Est-ce qu'on est vraiment sorti du quoi qu'il en coûte?
De toute façon, la politique a un rôle très important dans la définition de ces périodisations. Mais c'est vrai qu'elles peuvent être amusantes en quelque sorte. Parce que pendant même le quoi qu'il en coûte, on avait déjà des critiques qui venaient pour dire il faut revenir à la normale, la période qu'on vit est anormale. C'était de la même chose pour les taux négatifs. On disait c'est une anomalie complète, une épargne doit être rémunérée, des taux d'intérêt doivent rémunérer les épargnants, etc. Donc à chaque fois, lorsqu'on vit une période, on a déjà des personnes qui interprètent celle-ci comme étant une anomalie devant cesser, etc. Et donc le Covid a été défini comme une parenthèse, c'est-à-dire qu'on considérait que... Et pas seulement en France, au niveau européen. Absolument. Et donc les moyens colossaux qui ont été déployés, je parlais des banques centrales tout à l'heure, mais de refinancement de l'économie, de rachat des dettes centrales, etc., se sont installés dans le paysage, c'est-à-dire qu'ils ont été au début présentés comme non conventionnels, et puis le langage des gouverneurs des banques centrales a changé, un peu, celui de la France notamment, et puis on s'est mis à intégrer ces outils-là dans la palette d'outils communs. Donc vous voyez, il y a un enjeu... Et puis on s'est mis à parler en dizaines de milliards. Enfin, ça devient compliqué quand un gouvernement annonce un plan à 500 millions, c'est quoi ? C'est plus rien. Enfin, on a changé de paradigme. Exactement. Ce que je veux dire, il y a un enjeu politique très fort à qualifier des instruments, des manières d'intervenir de pathologiques, d'anormaux ou de routiniers, de basiques. Et typiquement, lorsqu'on a évoqué la Silicon Valley Bank, lorsqu'on regarde à un peu plus long terme les interventions pour sauver le système financier, par exemple, on voit qu'il y a un guichet ouvert des banques centrales et que on ne fait jamais d'histoire en quelque sorte, et on ne parle pas d'un quoi qu'il en coûte pour la finance. Pourtant, on assiste de fait à un droit de tirage en permanence sur les banques centrales qui en fait injectent de l'argent public dans ces marchés financiers, les mettent sous perfusion, administrent concrètement ces marchés financiers sans qu'on s'en offusque, sans qu'on dise il faut finir avec le quoi qu'il en coûte pour la finance. Par contre, lorsqu'on a une période d'intervention un peu plus massive au service des États, tout de suite on a ces discours qui disent il faut cesser avec cela, il faut revenir à la normale, il faut revenir aux fondamentaux de marché, les fondamentaux de la rigueur et d'une discipline. Donc je trouve qu'il y a une asymétrie très forte entre un quoi qu'il en coûte permanent à destination du capitalisme financier, et puis lorsqu'on parle de la protection sociale, des retraites, de la dépense publique, on revient très vite à des discours il faut revenir à la normale, du bâton de la discipline. Alors je redonne Allez-y. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Il y a effectivement une sorte de liberté qui a été acquise avec la disparition de l'or, mais le quoi qu'il en coûte financier n'existe pas pour les banques. Il y a des banques qui font faillite, et derrière les banques, pourquoi est-ce qu'on protège les banques? Parce que les principaux créanciers des banques, c'est nous. C'est nos comptes courants. C'est-à-dire que si la Banque centrale intervient, c'est pas pour consolider et conforter le capitalisme financier, c'est pour éviter que vous et moi, qui sommes des déposants, on y laisse notre chemise. Et donc, le rôle de la Banque centrale, effectivement, c'est avant tout de préserver l'épargnant. Et de même, sur le quoi qu'il en coûte, est-ce que c'est fini? On a parlé du pacte de stabilité et de croissance. En réalité, le texte de référence, c'est le TSCG. C'est quoi ça? C'est le traité de stabilité. Sur la stabilité, sur la soutenabilité, la coordination et la gouvernance, qui est un traité qui a été voté en France en 2012, qui définit que le déficit doit être égal à 0. Mais qu'il peut y avoir un déficit conjoncturel, c'est-à-dire que dans les périodes difficiles, on laisse filer le déficit parce qu'on dégage des excédents dans les périodes favorables. Alors les hommes politiques comprennent bien la période où on fait du déficit. La période où on dégage des excédents... C'est arrivé quand? En France, depuis 50 ans, ça n'existe Voilà, c'est ça. Bon. Mais il y a des pays, on a parlé des pays qui ont redressé leur situation, il y a des pays qui ont dégagé des excédents. Et puis il y a des périodes exceptionnelles qui sont prévues par le traité. Comme l'a dit le commissaire italien, la période exceptionnelle s'arrêtera au 1er janvier 2024. Et donc, l'enjeu, c'est que le quoi qu'il en coûte, quel que soit le nom qu'on lui donne, juridiquement, il s'arrête au 1er janvier 2024. Mathilde, je vais vous redonner la parole chaque fois. Votre ouvrage qui s'appelle « Il était une fois l'argent magique », est-ce que la France est dans cet esprit de l'argent magique, de la politique du chèque, etc. Quel est votre regard là-dessus? Ah oui, ce que j'explique bien, c'est qu'encore une fois, la disparition de l'or fait qu'on peut créer autant de monnaie qu'on veut. La seule limite à ça, c'est l'utilisation qu'on en fait. Le problème de la France, c'est qu'on distribue des revenus sans mettre de la production en regard. Là aussi, c'est ce qu'explique notre président de la République dans ses vœux de l'année dernière, quand il avait dit « travail ». Et je me souviens plus quel était l'autre mot, c'était engagement et donc travail, c'est-à-dire que s'il n'y a pas du travail en regard de ces moyens financiers qui sont distribués, on va augmenter les importations. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le pays est menacé parce que il dépend de la production des autres pour son niveau de vie.
Pour nuancer par rapport à ça, on a quand même été dans une situation inédite depuis 2008. C'est-à-dire que depuis 2008, les banques centrales ont créé massivement de l'argent. Ouais. Donc en effet, il n'y a plus l'or. Mais normalement, quand on crée toute cette masse monétaire, il y a de l'inflation. Et il n'y en avait pas. Donc on créait en disant normalement, en effet, s'il n'y a pas de collatéral, donc en tout cas, on crée de la monnaie qui normalement génère et s'appuie sur de la richesse créée. Là, en fait, s'il n'y a rien, on va avoir de l'inflation, on va être comme en Argentine, etc. Là, rien du tout. Donc forcément, dans cette situation, et même on avait même des risques de déflation, on s'en souvient plus, mais c'était ça le débat. Est-ce qu'on va être l'année prochaine en déflation? Chaque année, on avait ce débat. Donc ça a absolument tout changé, là aussi, dans la pratique des banques centrales, parce que beaucoup d'États se sont dit, écoutez, c'est vrai en plus tout le monde est surendetté, parce que ce qu'il faut aussi bien comprendre dans la dette, on parle beaucoup de la France ou de l'Europe, mais c'est au niveau mondial. Vous avez énormément de liquidités en circulation, vous avez beaucoup d'agents financiers qui doivent les placer, et en fait il suffit d'être un petit peu le moins pire que votre voisin pour attirer ces investissements. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les blocs ou dans tous les pays au monde? Finalement, il n'y a pas beaucoup de pays où vous avez une certaine stabilité politique, où votre président n'est pas menacé tous les 4 matins d'aller en prison, où vous avez... Donc on trouvera toujours des gens pour nous acheter. Et donc, comme on est moins pire sur le global, finalement, on arrive à nous prêter. Alors, si tout le monde est endetté, pourquoi ne pas se poser la question d'annuler la dette? C'est ce que proposait Jean-Luc Mélenchon au plus fort de la crise Covid, en plein quoi qu'il en coûte. Nous ne pouvons pas payer. D'autres non plus ne pourront pas payer. Il n'est pas acceptable que l'on se mette en banqueroute, car ce serait le chaos. Il n'est pas souhaitable que l'on se mette en hyperinflation, car cela serait destructeur. Et évidemment, personne n'envisage la guerre comme une solution telle qu'elle a été appliquée dans le passé. Il ne reste donc qu'une possibilité à faire solennellement. Et nous déplorons que vous ayez refusé en commission notre amendement proposant un rapport sur cette question. Cette solution, c'est l'annulation de la dette, ou du moins sa conversion, si le mot fait moins peur, d'une dette telle qu'elle est en dette perpétuelle sans taux d'intérêt, qui viendrait, sans ruiner le bilan de la Banque centrale européenne, à fondre à mesure que l'inflation se ferait sentir soit au rythme de 1%, soit au rythme de 2%, ou à celui que l'on voudrait. Alors, défi difficile, il nous reste 2 minutes. Donc, annuler la dette, c'est possible? Alors non. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'on peut le faire, mais il faut continuer, on l'a dit, comme on a plus de dépenses que de recettes, il va falloir continuer à emprunter. Donc vous pouvez en effet l'annuler, mais après, est-ce que vous allez encore trouver des créanciers qui vont vous dire, écoutez, vous avez annulé la dette? L'autre élément, on parle beaucoup de l'inflation, c'est un problème, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que justement, pour des pays très endettés, avoir de l'inflation, c'est en fait finalement la première méthode pour se désendetter. Vous avez encore Stiglitz de prix Nobel qui disait, écoutez, on est à 4-5% d'inflation, c'est finalement le meilleur remède contre la dette. Donc l'inflation à 6%, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Annuler la dette, oui, non? Non, ce qui est incroyable dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, je suis contre la banqueroute, mais je suis pour l'annulation de dette. En français, banqueroute, ça veut dire annuler de la dette publique. Donc, je veux faire des rentes perpétuelles, mais comme on ne rembourse pas, puisque, comme on l'a dit, on paie que les intérêts. Donc, la dette, elle est fonctionnellement déjà perpétuelle. Donc, c'est complètement idiot ce qu'il dit. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que la représentation nationale qui vote le budget ne comprend pas ce qu'elle vote, puisqu'il est incapable de comprendre comment fonctionne l'endettement de l'État. Je ne sais pas si vous allez défendre Jean-Luc Mélenchon, Benjamin Lemoyne. Est-ce que l'idée est totalement iconoclaste? L'idée derrière, c'est de sortir de cette musique de la dette qui viendrait justifier des choix politiques. Je pense que... Et on a des solutions qui sont là. Voilà, on a parlé beaucoup de la Banque centrale européenne, mais on doit avoir un débat sur au service de quoi cet argent est créé par les banques centrales. Alors, je voudrais nuancer ce que disait Jean-Marc Daniel. Certes, elle protège les épargnants, mais là, elle les protège des excès du capitalisme financier. Elle ne protège pas directement les épargnants. Et donc, on pourrait avoir un débat sur qu'est-ce que le métier de banquier aujourd'hui. Et peut-être qu'il pourrait prendre peut-être beaucoup moins de risques, être beaucoup plus ennuyeux et peut-être être moins dépendant de ce sauvetage des banques centrales. Mais peut-être que les banques centrales pourraient être mises au service d'investissements écologiques massifs et rassurer définitivement sur les dettes souveraines et ne plus coloniser l'agenda politique. Merci à tous. Écoutez, j'ai tout compris. J'espère que nos téléspectateurs aussi. Merci de vous être mis à mon niveau, voilà, qui n'était pas un spécialiste de la dette et de l'endettement. Merci à tous. Encore une fois, je rappelle le titre de vos livres. Jean-Marc Daniel, Il était une fois l'argent magique. On est donc au Cherche Midi. Benjamin Lemoyne, alors il y en a 2. La démocratie disciplinée par la dette et puis l'ordre de la dette, les infortunes de l'État et la prospérité du marché aux éditions La Découverte. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à mardi. On travaille
pas lundi, c'est férié. Et puis demain à 8h, c'est Steve Jourdain qui assure la présentation de la matinale. Et il reçoit l'équipe du film Les Petites Victoires. C'est un très beau film. Mélanie Offray, la réalisatrice, et puis l'acteur Lionel Abelansky qui seront sur ce plateau. Belle soirée à toutes et à tous.